Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre webinaire Label de qualité Project Sourcing. Bon après-midi. Je commence par donner un bref aperçu du programme. On donnera quelques aspects pratiques suivis d'un polling. Le label de qualité sera présenté par respectivement Federagon et Agoria. En bref, il y a un deuxième polling suivi alors d'un exposé au sujet des aspects juridiques, réglementation mise à disposition. Et finalement, BDO donnera un aperçu du déroulement de l'audit. Bien entendu, si vous avez des questions, la possibilité sera offerte. Voilà. Alors, quelques aspects pratiques. Donc, dans le webinaire, les micros sont on-off. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton chat et à ce moment-là, donc nous allons les enregistrer. Finalement, quand même aussi dire que le webinaire est enregistré, comme ça on peut l'utiliser ultérieurement. Voilà. Euh, En bref, un petit aperçu sur les objectifs. Bien sûr, présenter le label de qualité, promouvoir le label de qualité auprès des bureaux de project sourcing et, bien entendu, last but not least, convaincre les donneurs d'ordre des avantages donc, de faire appel à des entreprises qui ont donc le label. Voilà, alors je propose de faire un premier polling. La question est, qui fait appel à l'expertise de bureau de project sourcing? Je vais recevoir la réponse d'ici un instant. Je me tourne vers la régie. Donc, apparemment, personne, 100% ne font pas appel au project sourcing. Voilà, donc on note et on reviendra tout à l'heure pour le deuxième polling. Voilà, alors passons brièvement en revue le label de qualité et pour cela nous avons Christophe Temmerman de Federagon Project Sourcing et Jo Lerner de Agoria TPMA qui donneront un bref aperçu. Et alors je commence par Jo. Bonjour Jo, question, peux-tu donner un bref aperçu de ce que offrent les bureaux de project sourcing, s'il te plaît? Oui, bonjour tout le monde, je suis donc Jo Lerner, je suis de la société Lerner Engineering. Nous avons un label VCA, ce qui concerne la sécurité, un label aussi pour notre neutralité des émissions CO2 et important aussi le label qualité Project Sourcing. Les sociétés de sous-traitance ou de Project Sourcing offre donc des spécialistes qui peuvent intervenir dans vos projets, donc pour les clients finaux, dans les projets qu'ils ont au sein de leur société. Ça peuvent être par exemple des techniciens ou des dessinateurs ou des projeteurs en DAO, des surveillants de chantier ou des chefs de chantier, des programmeurs, des chefs de projet, etc., etc. Donc plusieurs profils et cela dans différentes disciplines, par exemple en électricité, en mécanique, en architecture, en automatisation. Donc là aussi, il y a une panoplie de disciplines possibles. Les sociétés peuvent donc faire appel à ces spécialistes sur base pour une mission plutôt réduite dans le temps ou bien pour une longue, voire une très longue durée.
Donc, ça peut aller de quelques semaines à à plusieurs années. Notre record est de 11 années. Donc, voilà, ça démontre quand même qu'il y a une demande spécifique dans ce domaine. L'avantage, c'est que nous proposons des spécialistes qui peuvent très rapidement intervenir dans le projet spécifique, qui ont les connaissances nécessaires pour faire le travail. Pour le client, il y a aussi la possibilité d'embaucher le spécialiste après un certain nombre d'années. Donc là aussi, il y a une possibilité d'intégrer le spécialiste dans l'équipe. Voilà, je pense que j'ai donné un aperçu bref. Je pourrais continuer longtemps, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Voilà, je passe la parole à Herman. Merci. Merci Joe pour cette info. Donc effectivement, donc une très large panoplie de services. Christophe, peux-tu donner quelques motivateurs pour avoir ce label, les avantages de ce label, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour Herman, bonjour à tous. À mon tour, et ma qualité de président de la commission Project Sourcing de Federgon et leader de TreeFinance, je vous souhaite cordialement la bienvenue à ce séminaire. Je suis très fier de pouvoir présenter avec vous le label de qualité. Donc, le label de qualité doit être vu comme la norme de référence dans le monde du project sourcing. Herman a détaillé le rôle que nous jouons sur le marché du travail et chez nos clients. Donc, sur le marché du travail, il apparaît clairement que les profils hautement qualifiés souhaitent d'une part un parcours varié qui leur offre des possibilités de progression et d'autre part une certaine stabilité professionnelle. Donc, en tant que bureau de project sourcing, nous assurons ce rôle de charnière entre les souhaits du marché du travail et les besoins de nos clients. Donc, dans cette optique, nous soutenons énormément nos collaborateurs en leur donnant l'opportunité de suivre des formations et en les accompagnant de la réalisation de leurs projets. Donc, nous facilitons ainsi le développement de nos collaborateurs et nous garantissons, et ça c'est aussi très important à nos clients, qu'ils bénéficient d'une solution de qualité et sur mesure. Donc, last but not least, Herman, comme nous le verrons avec les orateurs suivants, nous travaillons dans un cadre légal. Donc, ça veut dire que ça offre de nombreux avantages juridiques à nos collaborateurs et la protection nécessaire à nos clients. Merci Christophe. Effectivement, donc la protection juridique est fort importante et bien sûr, des pratiques malafides, il faut les éviter. Joe, est-ce que tu peux donner quelques exemples de pratiques malafides dans ce cadre-là? En effet, il y a certaines sociétés qui pratiquent des manières de travailler qui sont malveillantes. Je donne comme exemple des sociétés qui offrent des salaires bruts minimaux qui correspondent donc au minimum légal pour le comité paritaire dans lequel il se trouve. Par contre, qui rajoutent à cela des frais de représentation et de déplacement maximal ou voire même illégal parce que pas basé sur la réalité sur le terrain. Donc, parfois, il arrive que le salaire net qui vient du brut est inférieur aux coûts qui sont remboursés à cet employé. Évidemment, il s'agit de situations pas tout à fait correctes hein, et ça devrait faire sonner une cloche chez les clients final. Parfois, les contrats des employés sont aussi basés dans d'autres pays. Je donne comme exemple le Luxembourg ou la Suisse, mais parfois aussi ailleurs dans l'Union européenne. Et là aussi, il faudrait quand même avoir une lampe d'alerte qui s'allume dès qu'on voit un contrat d'employé ou qu'on entend que l'employé est basé ailleurs qu'en Belgique, car comment dire, on pourrait ensuite dire que cet employé est basé en Suisse et qu'il doit faire donc des frais d'hôtel, de logement, de déplacement, etc. Alors qu'en effet, il habite tout simplement en Belgique. Donc là, il y a quand même
un point d'attention à donner. Le résultat de tout cela, c'est qu'il y a une incertitude juridique, aussi bien pour l'employé que pour le client final. Et cela est quand même un risque que l'on court. Et bon, vu que l'employé en question court un risque, le but serait quand même d'avoir des employés qui sont protégés par la législation belge. Et donc, dans ce cas-ci, il court un risque. Donc, c'est une situation pas très confortable pour aucun des partis. Je passe la parole à Herman à nouveau. D'accord, grand merci. Alors, bon, qui finalement a intérêt dans ce label? Est-ce que Christophe, tu pourrais donner quelques exemples qui finalement bénéficient de ce label, s'il te plaît? Oui, peut-être pour conclure, donc, le label de qualité Herman est un atout pour tous les partis impliqués dans le project sourcing, à ce sens qu'il est particulièrement équilibré dans les garanties qu'il offre à nos stakeholders. Et nous en avons trois. Donc, le bureau de project sourcing même. Donc, pour nous, c'est très important, le label de qualité garantie que nos membres suivent la législation et contribuent donc à une bonne image du secteur. Et deuxième, le travailleur du bureau de project sourcing. Donc, le label assure vraiment à nos travailleurs qu'ils peuvent bénéficier de tous leurs droits sociaux et aussi d'un encadrement professionnel. Et finalement, le client ou le donneur d'ordre du bureau de project sourcing. Donc, nos donneurs d'ordre ont l'assurance qu'ils ne peuvent pas être considérés comme employeurs et qu'ils ne seront pas sanctionnés. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, comme cela peut être le cas dans la mise en disposition prohibée. En outre, notre secteur assure un suivi performant des projets de notre client. Parfait. Parfait, ben oui, donc on a tous intérêt dans ce label. Alors, pour conclure, Joe, le label de qualité, peux-tu décrire brièvement comment ça se déroule? Donc, l'audit pour le label de qualité, on reçoit donc un nombre de questions. D'abord, on nous demande certains documents. Hein, donc, on doit envoyer certains documents qui permettent au bureau d'audit à vérifier si nous travaillons de manière correcte. Hein, par exemple, si les frais remboursés correspondent aux frais réels. Hein, par exemple, quand ils sont attestés par une facture ou un ticket de caisse ou quoi que ce soit. Donc là, il y a une vérification que les frais soient remboursés d'une manière correcte. On regarde aussi s'il y a donc les règles de l'ONSS ont été suivies. On regarde aussi notre rôle en tant qu'employeur, par exemple, quand il y a des évaluations, l'employeur doit être présent. Tous ces genres d'éléments vont indiquer que l'employeur est un employeur qui prend au sérieux son rôle d'employeur et qui n'est pas un employeur entre guillemets fictif. Parfait, Je pense que Johannes va parler plus tout par à fait. rapport à l'audit. Voilà. On aura un exposé tout à l'heure du bureau d'audit plus en détail. Un grand merci, Joe. Un grand merci, Christophe. Et passons maintenant au deuxième polling. Est-ce que vous appliquez certains critères de sélection dans le choix de bureau de project sourcing? Apparemment, il y a un petit problème technique. Voilà. 50-50, donc il y a certaines entreprises qui appliquent effectivement des critères de sélection. Alors, je passe maintenant la parole à nos juristes. Tout d'abord, Natacha Engels, Federgon, et ensuite Stéphane Barden de Agoria, qui donneront un aperçu des aspects juridiques.
si vous pouvez prendre la présentation, Stéphane. Voilà, donc on a la présentation aspect juridique. Voilà, je vous laisse la parole. Stéphane, ton micro. Stéphane. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphane Barden, expert en matière de législation sociale pour les membres d'Agoria. Le project sourcing est un modèle de collaboration courante, mais les clients et le bureau de project sourcing doivent tenir compte effectivement d'un cadre juridique assez strict sur la mise à disposition des travailleurs à un tiers. Car en effet est illicite en vertu de l'article 31 de la loi du 87 la mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur qui exerce une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur. Donc le travail intérimaire, bien sûr, est une exception à cette interdiction, mais donc cette interdiction rend donc illicite le transfert d'autorité patronale vers le client. Mais il n'est pas question, bien sûr, d'une mise à disposition si un employeur, prestataire de services, fait exécuter des projets, services, travaux par ses propres travailleurs chez un client, donneur d'ordre, sans transfert d'autorité patronale. Et pour ça, on trouve des dénominations multiples dans la pratique. Par exemple, la sous-traitance, project sourcing, consulting, contracting, outsourcing, freelancing. Schématiquement, encore une fois, donc le risque de mise à disposition peut donc se produire dans le triangle entre le client, le prestataire de service qui affecte son propre personnel pour l'exécution d'une mission dans le cadre d'un contrat de prestation de service. Mais donc si le client, le donneur d'ordre, dans les faits va agir comme s'il était l'employeur de ces gens, du personnel du prestataire de service. En d'autres termes, s'il y a transfert d'autorité patronale, voilà, le risque de mise à disposition émerge. D'ailleurs, il en va de même si des faux indépendants sont mis à disposition avec également l'exercice de l'autorité patronale par le prestataire de service à l'égard de cet indépendant affecté. Cela dit, il convient maintenant, bien sûr, à tracer la frontière entre, OK, c'est quoi la mise à disposition illicite et la sous-traitance licite. Concrètement, quelles sont les instructions que le client peut encore donner directement au travailleur de son prestataire de service. Or, la loi permet deux choses. Première chose, le client peut toujours diriger et contrôler les travailleurs externes sur le plan de la sécurité au travail. Deuxièmement, le client peut aussi se réserver le droit de donner directement des instructions techniques opérationnelles par rapport au travail convenu, moyennant conditions strictes, c'est-à-dire ces instructions doivent être énumérées et détaillées dans un avenant écrit au contrat de prestation de service. Cet avenant doit être bien sûr respecté par les parties dans les faits et doit aussi être notifié au conseil d'entreprise du client. Et la chose la plus importante, les instructions du client ne peuvent jamais porter atteinte au noyau dur de l'autorité patronale qui doit appartenir au prestataire de service. Question suivante, bien sûr,
quelles sont les instructions du client touchant à ce noyau dur de l'autorité patronale? Pour la réponse à cette question, je cède la parole à Natasha Engels de Federgon. Merci Stéphane, bonjour à tout le monde. Moi je suis Natasha Engels et je suis juriste chez la Fédération Federgon et aussi la coordinatrice pour la commission Project Sourcing chez Federgon. Donc, comme Stéphane a déjà bien expliqué, on a vraiment l'article 31 qui est très strict en termes des instructions qui peuvent être données aux collaborateurs d'un bureau de project sourcing ou d'un prestataire service. Et ce sont vraiment, donc l'autorité patronale, c'est dans le cadre du project sourcing, c'est vraiment très important. Pour souligner effectivement la différence avec le travail intérimaire, parce que oui, on sait tout que le travail intérimaire, il existe un cadre juridique complètement différent et que les règles qui s'apportent là sont différentes que celles qui s'appliquent pour sous-traitance ou pour des prestataires de services. Donc, comme Stéphane a dit, il y a des possibilités pour donner des instructions aux collaborateurs d'un bureau de project sourcing. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aucune instruction ne peut pas être donnée? Non, mais il y a des règles strictes et on a ici des exemples dans les colonnes ici, donc par thème. Donc on a la colonne droite qui dit des instructions interdites. Ce sont des instructions qui sont tout à fait liées à l'autorité patronale et donc qui ne peuvent jamais être transférés et qui sont exclusivement pour l'employeur et donc le bureau project sourcing ou le prestataire de service. Donc, mais le colonne à gauche, il y a des instructions plutôt techniques et qui peuvent être données par le client, aux collaborateurs d'un bureau de project sourcing. Donc, ici, dans le cadre d'organisation du temps du travail, on a, oui, donc des instructions qui sont interdites. Ce sont vraiment les horaires obligatoires dans lesquels les employés travaillent ou les équipes travaillent, ou l'enregistrement et les contrôles du temps du travail, ou d'être d'accord de prester des heures supplémentaires, etc. Donc ça, c'est vraiment lié à l'autorité patronale, mais le client peut donner ou faire des accords avec les collaborateurs ou les employés d'un prestataire service dans le cadre de accès et les heures d'ouverture de l'entreprise, où le client peut dire, voilà, nous prenons des vacances collectives dans cette période, donc nous sommes clôturés. Ou bien sûr, le client signe les timesheets et il peut contrôler les heures qui sont prestées par les collaborateurs d'un prestataire service et les heures qui sont facturées. Et aussi, il peut faire une liste de présence dans le cadre de la sécurité au lieu du travail. Donc ça, c'est vraiment des instructions techniques qui peuvent être données par le client. Pour le contrôle et le reporting, pour l'avancement ou l'évolution du projet ou le travail, oui, c'est vraiment lié à l'autorité patronale. Donc, c'est le prestataire service qui fait le contrôle, qui fait le reporting dans le cadre d'évolution des prestations. Mais le client, il peut dire, voilà, les travaux ou le projet, ça doit être conclu ou terminé dans cette période, dans cette durée. Donc, le client peut vraiment dire, voilà, on a un deadline comme ça. Il peut demander également des rapports périodiques pour être informé concernant oui, les prestations qui sont déjà faites ou l'évolution du projet. Donc, apparemment, il a droit à cette information. Donc, ça, ce sont des instructions au niveau technique
mais aussi pour autorisation et justification des absences. Donc, quand un employé est malade ou il veut prendre des vacances ou il veut prendre récupération. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose que l'employé doit demander à son prestataire, à son employeur. Donc, ici, dans ce cas, le bureau de project sourcing. Mais c'est pas donc le client qui doit se mettre d'accord sur ce point, mais il peut effectivement signaler des absents ou concertation avec les clients. Donc, voir, OK, quelqu'un veut prendre congé maintenant, mais si le client dit non parce qu'on a des deadlines, oui, OK. Donc, le bureau de project sourcing peut dire, voilà, à ce moment, on ne prend pas des vacances parce que on a des deadlines très strictes qui doivent être suivies. Donc, aussi pour participer aux réunions et des formations, c'est aussi nouveau l'autorité patronale. Donc, c'est le bureau Project Sourcing qui fait des réunions, des formations pour développer la connaissance de ses employés et aussi faire des réunions pour mise à jour ses employés. Voilà, ce sont les tâches qui doivent être effectuées dans le cadre de ce projet. Donc, ça, c'est vraiment l'autorité patronale qui joue ici. Mais il est vrai que dans le cadre du client, donc le client, il peut faire des réunions ou des formations vraiment ponctuelles qui sont vraiment nécessaires pour le projet ou dans le cadre du sécurité au lieu du travail. Donc, si c'est le cas, et par exemple, pour travailler d'une manière avec des machines, etc. Si c'est vraiment quelque chose de très, très, très spécifique pour ce projet ou dans cette entreprise, il peut donner des formations vraiment ponctuelles aux collaborateurs d'un prestataire service. Donc, dans ce cadre, ce sont aussi des instructions vraiment techniques. Le slide suivant, s'il vous plaît. Oui. Et donc, dans le cadre de l'organisation du travail, ici aussi, c'est vraiment le bureau de project sourcing, donc le prestataire service, qui décide, voilà, c'est quel employé ou c'est quel collaborateur qui est compétent ou qui a les qualités nécessaires pour exécution du contrat ou du projet. Donc, c'est vraiment le bureau de project sourcing qui prend la décision en tant qu'employeur et pas le client qui décide, OK, je veux personne X et pas personne A. Donc, c'est pas le client qui est autorisé de choisir vraiment un employé spécifique, mais il peut, oui, vraiment donner des instructions au niveau technique, instruction générale, ça veut dire au niveau de résultat et au niveau de la qualité du travail. Donc, le client peut dire, voilà, je ne suis pas contente que votre employé fait ici. Nous sommes pas bien, les prestations ne sont pas bien faites. Donc, il peut communiquer ça au prestataire service ou au bureau de project sourcing. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il peut communiquer ou informer le prestataire de service, mais vraiment, c'est vraiment le bureau de project sourcing qui décide qui est capable de faire le travail chez le client. Et oui, dans le cadre de fonctions d'employeur et le contrôle hiérarchique, je pense qu'il est évident que la sélection, le recrutement, le licenciement des employés, ça relève exclusivement au niveau, oui, bureau de project sourcing, parce que c'est vraiment lié à l'autorité patronale. Donc, c'est pas le client qui décide qui va être recruté, qui va être licencié. Apparemment et naturellement, c'est aussi le client qui dit ou qui donne du feedback ou qui se plainte auprès du bureau de project sourcing en disant voilà, nous ne sommes pas d'accord ou nous ne sommes pas contents avec des prestations services ou s'il y a des problèmes internes ou des problèmes en tant que collaboration ou un conflit, oui, ils vont tout, il peut communiquer tout cela et le bureau de project sourcing peut faire peut prendre une décision donc de licencier quelqu'un ou pas.
Donc aussi la même chose pour la politique salaire ou des avantages et aussi pour l'évaluation. Donc c'est aussi quelque chose qui est vraiment lié à l'autorité patronale. Pour le good practice, notre conseil, c'est toujours de désigner un SPOC. Donc, c'est un contact chez le client et chez le prestataire service. Et comme ça, il y a une communication il y a une bien communication entre les deux partenaires. Et comme ça, s'il y a des problèmes, il peut être communiqué de l'un vers l'autre. On conseille aussi vraiment de faire une distinction claire entre les travailleurs et les prestataires services dans le cadre d'un organigramme de l'entreprise, mais aussi dans le cadre d'une adresse mail. Notre conseil est toujours de dire, voilà, ce sont des collaborateurs externes, donc ils ont une adresse mail de leur employeurs où ils ne sont pas mentionnés directement dans l'organigramme de l'entreprise du client parce qu'ils ne sont pas des collaborateurs internes de l'entreprise du client. Le slide suivant. Oui, voilà. Ici, vous voyez donc comme nous avons dit et comme Stéphane a aussi déjà expliqué, oui, l'article 31 prévoit que, oui, dans le cadre des droits des instructions, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et donc, nous avons des modèles pour conclure un contrat type avec tout ce qui est possible dans le cadre de l'instruction. Donc, vous pouvez le trouver sur le website de votre fédération, Agoria ou Fédergon. Et là, vous pouvez cliquer sur les modèles là. Donc, voilà. Merci. Natacha? Oui. OK. Quels sont les risques alors juridiques en cas de ces instructions interdites, donc en cas de mise à disposition illicite? Alors le client devient l'employeur du travailleur mis à disposition. Un contrat de travail né entre le client et le travailleur externe, avec toutes les conséquences que cela comporte. Donc le client peut être tenu solidairement responsable des arriérés de salaire, cotisation de sécurité sociale par rapport à ce travailleur mis à disposition, alors que ce travailleur, quant à lui, peut mettre fin à ce nouveau contrat sans préavis ni indemnité. À part de cela, on a aussi il y a aussi des poursuites pénales possibles, des infractions constatées par l'inspection sociale. Une fois constatées par l'inspection sociale, la mise à disposition pourrait être passible d'amende pénale ou administrative de niveau 3. Mais dans la pratique, l'inspection sera tentée de dresser un PV de niveau 4 pour infraction sur l'obligation d'IMONA de la part du client. Donc, en fait, l'infraction pour travail au noir, en conséquence de quoi l'amende peut s'avérer encore plus élevée. Autre point, pour le prestataire de service, la facture pour une mise à disposition illicite n'est pas exigible devant un tribunal en cas de non-paiement. Voilà la théorie. Quelle est la pratique de l'inspection sociale et notamment dans le secteur technologique? On doit admettre que où on voit qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières par rapport à la mise à disposition dans notre secteur technologique, sauf s'il y a question de dumping social, mais ça c'est plutôt rare dans notre secteur, contrairement à la construction ou la viande ou le nettoyage. Mais des infractions sont occasionnellement constatées par l'inspection. Un exemple type est un accident de travail grave sur le site du client, un accident grave du travailleur mis à disposition. L'inspection vient sur place et ouvre une enquête supplémentaire pour investiguer cette mise à disposition. Donc, occasionnellement constaté, on pourrait dire, oui, dans ce cas-là,
collateral damage, notamment pour le client. Natacha? Oui. Merci Stéphane. Donc, une conclusion après toutes ces infos juridiques peut-être. Donc, le label qualité garantit que tous les points que nous avons déjà spécifiés dans les slides avant sont vraiment, oui, respectés et que le bureau de project sourcing qui reçoit le label de qualité, oui, respecte vraiment les règles et toutes les conditions. Comme indiqué par Stéphane, lorsque les règles relatives au project sourcing ne sont pas appliquées correctement, des pénalités sont imposées effectivement au bureau de project sourcing, mais aussi aux clients. Donc, aussi pour les clients, c'est vraiment quelque chose, un avantage de savoir que son partenaire ou son prestataire service fait tout que les prestataires services suivent les règles du droit de travail, etc. Donc, pendant l'audit, plusieurs points importants sont vérifiés sur lesquels Johannes vous parlera plus tard. Et donc, voilà un petit aperçu avec des avantages. Comme vous pouvez voir, il y a très parties qui ont vraiment un avantage de ce label de qualité. Tout d'abord, du prestataire de service. Oui, apparemment, oui, c'est vraiment un contrôle, une évaluation périodique que toutes les règles sont respectées et donc il n'y a pas un risque de mise à disposition interdit ou des sanctions directes. Aussi pour des indépendants, si des prestataires services travaillent avec des indépendants, ils évitent le risque de fausse indépendance. Mais aussi, le label de qualité et l'audit, c'est vraiment une optimisation de la gestion du personnel. Donc, comment on fait tout avec les indemnités de frais, des avantages en nature. Est-ce qu'on peut changer notre policy concernant ces points? Donc, c'est vraiment une optimisation de ces points. Aussi pour les clients, comme j'ai déjà dit dans le slide avant, il y a vraiment pour éviter des sanctions et oui, d'avoir un partenaire qui respecte les règles, mais aussi pour le recrutement des candidats ou des travailleurs ou des employés. Le label de qualité peut être vu comme une employeur éthique qui respecte la législation sociale et qui prévoit du coaching, du formation pour ses employés et qui trouve ça très important que tout est en ordre. Donc, je pense aussi pour le recrutement, ça peut être un très grand avantage d'avoir un label du qualité comme ça. Voilà. Donc, maintenant, je passe nouveau la parole à Herman ou à Johannes. Voilà. Merci Natacha, merci Stéphane. Je propose de passer à la dernière partie, à savoir comment se déroule l'audit et DBO. Johannes Panus fera une courte présentation sur le déroulement de ce audit. Johannes? Ton micro. Voilà, j'espère que tout le monde peut bien m'entendre. Voilà. Comme il a été expliqué, je suis Johannes Panus, je travaille pour BDO en tant que Legal Advisor dans notre département de droit social et nous sommes chargés pour Federgon et Agoria d'effectuer les audits dans le cadre du label de qualité Project Sourcing. Donc, je vais vite avec vous parcourir comment cet audit se déroule.
nous allons effectuer un contrôle pour en effet vérifier si les joueurs dans le domaine du project sourcing travaillent bien dans le respect des règles légales et également des codes déontologiques comme ils ont été établis par Federgon et par Agoria, comme c'est dans l'intérêt de tout le secteur au fait que tout est bien organisé. Nous allons aussi en profiter pour vérifier si si dans les documents utilisés par les prestataires de services, on fait référence à ce label de qualité et si pour donner un peu une visibilité aussi dans le secteur et de promouvoir ce label de qualité. Comment se passe l'audit? Nous allons bien sûr effectuer d'abord un contrôle sur base de documents. Nous allons demander aux membres de Federgon et Agoria intéressés par le label de qualité des documents par rapport à leurs travailleurs, tant travailleurs salariés et les indépendants. Pour les travailleurs, nous allons bien sûr nous concentrer sur le risque de mise à disposition comme il a été discuté et présenté par Stéphane et Natacha. Pour les collaborateurs indépendants, nous allons bien sûr plutôt nous concentrer sur le risque possible de fausse indépendance. Et à part de cela, nous allons essayer de regarder en général la politique du personnel. Et comme l'ont présenté Jo et Christophe, il est important de vérifier que le travailleur puisse avoir une situation de travail régulière en ordre avec le paiement du salaire convenable, avec l'attribution de tous les avantages habituels dans le secteur. Johannes, oui. J'interromps 2 minutes. On ne voit pas ta présentation. Ah, je suis désolé. Elle est ouverte chez moi. Tu dois accepter. Mm-hmm. Accepter pour partager ton écran, s'il te plaît. Oui, mais chez moi, c'est allumé. C'est allumé pour l'instant. Oui, show my screen. J'espère que c'est en ordre maintenant. Show your screen, yes. Vous voyez la présentation? Non. Bon. Ok. Oui, j'ai accepté, mais je pense qu'il y a un petit souci technique. Oui. Bon, mais désolé, oui, tu continues. Désolé. De toute façon, on enverra les présentations avec le webinaire. Vas-y, Johannes. Désolé pour le désagrément. Donc, on en était arrivé à préciser que nous allons regarder non seulement le risque de mise à disposition et le risque de fausse indépendance, mais également la politique du personnel de la société de project sourcing pour aller regarder le respect par exemple, de la durée du travail, le paiement de sursalaire en cas de prestation d'heures supplémentaires, le paiement des indemnités obligatoires pour le transport domicile du travail, les frais propres à l'employeur et voir que tout se passe dans les règles, avec le respect des règles et aussi des bonnes pratiques dans le secteur. Comment se déroule l'audit? Nous invitons les membres qui veulent obtenir le label de qualité à nous communiquer les listes de leurs collaborateurs. D'habitude, sur une année entière de référence, nous allons faire une sélection des travailleurs pour lesquels nous allons demander un certain nombre de documents que je vais vous parcourir puisque vous ne voyez pas le slide pour l'instant. Suite à cette analyse sur base de documents, nous allons dresser un rapport provisoire avec nos premières conclusions ou peut-être des questions que nous pouvons avoir. Et nous allons ensuite avoir une réunion avec la société de project sourcing
D'habitude, c'est sur place pour l'instant, ça se passe surtout en ligne, bien sûr. Et durant cette réunion, nous allons présenter notre rapport provisoire et poser encore quelques questions spécifiques pour comprendre comment les travailleurs et les collaborateurs indépendants effectuent leur travail dans la pratique et non seulement sur base de ce qui est convenu sur papier. Suite à cette réunion, nous allons faire notre rapport définitif dans lequel on va aussi octroyer un score aux membres avec un système à points qui a été décidé par Federgon et Agoria, où nous allons obtenir un score final pour voir si le label de qualité peut être octroyé. Combien de dossiers allons-nous analyser? Cela dépend du nombre total de travailleurs salariés et indépendants de la société de Project Sourcing. S'il y en a moins de 150, nous allons analyser 5 dossiers. Si on a plus de 150, nous analysons le dossier de 10 travailleurs. Nous allons relativement contrôler plus de travailleurs. Nous estimons quand même que le risque de mise à disposition est le plus important. D'habitude, les sociétés de project sourcing emploient aussi plus de travailleurs salariés que de collaborateurs indépendants, mais cela peut être très différent pour chaque société. Donc, le nombre d'indépendants est pesé différemment dans le total. Donc, on va compter la moitié du nombre des indépendants pour arriver à un total. Et nous allons bien sûr toujours analyser au moins un dossier d'indépendants et au moins un dossier de travailleurs. Pour les travailleurs, quels sont les documents que nous allons demander? Bien sûr, leur contrat de travail pour vérifier s'il apparaît clairement qu'ils travaillent pour leur employeur juridique, hein, la société de Project Sourcing, le contrat avec le client pour comprendre et voir si on s'est mis d'accord sur le droit d'instruction, si on a bien déterminé quelles sont les instructions interdites et les instructions permises. Nous allons demander quelques factures, les états de prestation, les décomptes salariaux pour aller voir comment ça se passe au niveau de la facturation des heures prestées, est-ce qu'on paye le sursalaire, etc. Et ensuite, nous allons regarder tous les autres documents qui nous permettent de voir le paiement des autres avantages, indemnités, frais propres à l'employeur, etc. Nous demandons aussi de nous communiquer un email de chaque travailleur pour voir comment ce travailleur s'identifie dans le cadre de son travail auprès du client. Est-ce qu'il s'identifie comme un travailleur du client ou est-ce qu'il s'identifie comme un travailleur externe du bureau de Project Sourcing? En ce qui concerne les indépendants, nous allons uniquement regarder le contrat avec le collaborateur indépendant lui-même et une fois de plus, le contrat entre le bureau de Project Sourcing et le client donneur d'ordre. À part ça, en général, nous allons aussi vérifier quelques documents tels que le règlement de travail, des attestations de l'ONSS et de preuves de paiement du précompte professionnel et les assurances obligatoires comme l'assurance accident du travail. Une fois de plus pour confirmer que tout se passe bien dans la légalité. Ensuite, nous allons tout analyser, octroyer un premier score sur base du système à points et discuter, donc comme je l'ai déjà dit, de notre rapport provisoire avec les candidats. Et nous allons faire quelques remarques. S'il y en a, nous donnons aussi quelques conseils de façon proactive. Et le but de l'audit est aussi de pouvoir donner, de faire des suggestions pour le futur. Bien sûr, c'est aux membres même de déterminer s'ils veulent ou non les suivre. Hein, mais il est par exemple possible qu'au niveau des forfaits pour frais propres à l'employeur, nous conseillons de les organiser d'une autre façon, ou on peut donner une suggestion par rapport au contenu du règlement de travail, par exemple. Nous allons ensuite parcourir une vingtaine de questions pour contrôler le risque de mise à disposition interdite ou de fausse indépendance pour les indépendants et octroyer le score définitif qui sera mis dans notre rapport définitif. Donc, à la fin de l'audit, nous allons communiquer la décision aux membres concernés et à la fédération, et le label de qualité sera octroyé pour une durée de 5 ans, mais il est prévu un audit de suivi après 3 ans. Donc, c'est en principe la même procédure à l'exception donc du rapport.
dans le cadre de l'audit de suivi, nous n'allons pas faire de visite sur place, nous n'allons pas établir un rapport écrit, sauf si jamais ce serait impossible de renouveler le label. Mais normalement, quand le label est prolongé, il n'y a pas de rapport écrit. Et donc, à ce moment-là, le membre pourra continuer à utiliser le label encore 2 ans pour arriver à une durée totale de 5 ans. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je repasse la parole à Herman. Merci, Johannes. Voilà, donc voilà, un grand merci, Johannes, pour le détail concernant l'audit. Alors, je passe directement maintenant au Q&A. Bon, donc j'ai 2 questions, plutôt une considération. Donc, j'ai ici une entreprise qui est active dans le project sourcing qui dit, et à juste titre, la conjoncture rude à l'épreuve entraîne que des entreprises utilisatrices regardent leur portefeuille et font donc appel à des entreprises peu scrupuleuses. Effectivement, cela est malheureusement la constatation. Donc, bien sûr, comme a été expliqué, les garanties juridiques font quand même que cela est un sujet important à tenir en compte. Puis il y a une question, et là je me tourne aussi vers Federgon, le nombre d'entreprises qui ont déjà le label de qualité. Je ne sais pas, Natacha, si tu sais répondre comme ça par cœur, mais de toute façon, il y a le site web de Federgon ainsi que Agoria où le nombre d'entreprises est repris et aussi qui a le label. Natacha, micro. Petit problème technique. Voilà, maintenant. Voilà. OK, c'était le organizer qui doit faire le unmute. Donc, oui, chez Federgon, si je me souviens bien, on a à ce moment, par cœur, je pense, quelque chose de 35, 36 entreprises ou membres. On a en total plus que 120 membres juste pour la commission Project Sourcing et 35, ils ont déjà le label de qualité. Donc, oui, c'est déjà bien. On voit maintenant qu'il y a beaucoup plus de l'intérêt pour recevoir ou obtenir le label de qualité à ce moment, parce qu'on voit aussi que plusieurs clients font référence au label de qualité. Donc, il dit, voilà, on veut faire une collaboration avec un prestataire service. Si vous avez un label qualité et comme ça, ils ont un peu plus certitude. Donc, oui, je pense qu'un 35, 36 entreprises à ce moment qui ont déjà le label. Parfait. Et bon, Agoria vient de commencer, donc nous comptons aussi convaincre nos entreprises donc à obtenir le label. Alors, il y a une dernière question, mais la réponse a déjà été donnée par Johannes. Bon, le label a une durée de vie de 5 ans, hein, donc, c'était la question, combien d'années? Donc, voilà, 5 ans avec un audit de suivi, donc après 3 ans. Voilà, donc ça, c'est les questions que j'ai recueillies dans le Q&A. Reste à clôturer. Natacha, je ne sais pas si tu souhaites encore dire quelque chose. Non, juste remercier tout le monde pour joindre le webinaire. Et s'il y a des questions,
aussi pour des clients, mais aussi pour des prestataires services. Je suis à disposition pour les répondre. Donc, voilà. Voilà, parfait. Un grand merci à tout le monde pour avoir suivi le webinaire et bien sûr, nous restons à votre disposition et encore un grand merci. Au revoir.